Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'État d'Esprit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Sagardo-Ito, avocat spécialiste en droit pénal au barreau de Pau. Depuis 1992, vous défendez aussi bien des victimes que des personnes mises en cause lors de grands procès médiatiques. Avec vous, nous allons parler de votre profession, de vos combats, de vos doutes. Mais avant toute chose, je voudrais savoir pourquoi on appelle un avocat maître. Ouf, ça revient de très loin. Le mot maître vient du latin magister, qui était historiquement utilisé pour désigner des professions savantes. Donc les avocats comme étant des conseillers, des représentants, des défenseurs des droits, ont été considérés comme occupant une fonction essentielle dans le système judiciaire. Et c'est pour cela qu'ils ont été appelés maîtres, comme le sont les notaires, les commissaires de justice ou d'ailleurs également ce qu'on appelait autrefois les commissaires-priseurs. Que représente-t-elle pour vous, cette robe que l'on voit juste derrière ? La robe, c'est un costume de justice, comme le sont porteurs les magistrats, comme en sont porteurs d'autres professions qui interviennent dans ce périmètre. C'est une façon, à mon sens, de marquer la solennité de l'audience. L'audience, c'est un moment essentiel dans le procès de justice. Et forcément, la portée, c'est d'une certaine manière entrer dans le costume du cérémonial de l'audience. C'est un très lourd devoir de la porter, parce que cette robe, d'anciens et illustres avocats l'ont portée aussi. Je pense à tous les grands noms qui ont associé leur pratique à de grands procès, ils portaient la même. Donc c'est pour nous un honneur de la porter, et on se doit évidemment de la porter. Alors j'ajouterais même de la porter propre et de la porter dignement. Quand vous démarrez une plaidoirie, qu'est-ce que vous ressentez avec l'expérience, avocat, je l'ai dit, depuis 1992. Est-ce qu'on a encore le trac, le stress ? Alors certains vous disent qu'il est anormal de ne pas éprouver du stress. Je pense qu'il y a quand même une certaine pratique, une expérience qui s'installe au fil des années. Il va de soi que lorsque j'ai débuté en 1993, je me souviens que j'écrivais mes plaidoiries, même les plus anodines, même les plus insignifiantes. C'était un moyen sans doute de se rassurer. Avec la masse de dossiers que nous avons à plaider, avec le rythme auquel nous sommes extrêmement soumis, il va de soi qu'on n'a plus le temps d'écrire. Donc il y a des mécanismes qui se mettent en place. Mais je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé parfois, et encore il y a quelques mois, d'éprouver un stress quand j'ai l'impression que les conditions d'un procès ou d'une audience équitable ne sont pas réunies. En gros, quand je redoute qu'il y ait une chicane dans le système, qu'il y ait éventuellement un désavantage au profit de mon client pour des raisons qui ne sont pas explicables et qui ne sont pas tolérables, j'éprouve du stress. J'ai éprouvé du stress il y a quelques années en défendant un fonctionnaire de police injustement mis en cause par sa hiérarchie alors qu'il avait dénoncé des faits de violence policière commis par ses collègues sur un citoyen lambda. J'avais l'impression que le procès était un peu pipé. J'avais l'impression que le parquet avait construit une enquête bidon. J'avais l'impression que des témoins avaient déposé de façon mensongère et donc je n'étais pas rassuré. Et je dirais que peut-être d'une certaine manière ce stress m'a dopé encore plus, m'a donné encore plus l'envie de me surpasser. J'ai peut-être été encore plus méchant, plus cruel dans mes arguments avec mes adversaires. Mais en tout cas j'ai gagné, mon client était relaxé. Ce stress, il intervient plus rarement au fil des années, mais il intervient surtout quand on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inhabituel où il va falloir, entre guillemets, mettre le paquet. Quels sont les bons ingrédients pour une bonne plaidoirie ? D'abord, il faut beaucoup d'humanité. Il faut faire comprendre pour qui on plaide, pour qui on porte la parole. Il faut aussi parfaitement connaître son dossier, parfaitement connaître ses arguments, les construire et les aligner dans un ordre rationnel, aller d'un point A à un point B. On ne peut pas se permettre de raconter tout et n'importe quoi dans un joyeux fatras. Il faut au contraire ordonnancer ses arguments, comme un journaliste qui commence son édition du 20h, qui va aller de 20h à 20h30 en suivant ce qu'on appelle un fil directeur. Ben pour nous, c'est pareil. Il y a une linéarité des arguments. On va peut-être mettre les arguments les plus insignifiants en premier lieu et puis réserver les arguments les plus forts pour la conclusion. En tout cas,
Il faut connaître son dossier sur le bout des ongles. Il faut, à mon sens, une diction et une maîtrise de la langue parfaite. On ne peut pas se permettre de faire des fautes de conjugaison, des fautes de diction. Ça, c'est impardonnable. Il faut être écouté. Il faut donner l'envie à votre interlocuteur de vous écouter. Et surtout, il faut l'amener à vous entendre et à vous donner raison, ce qui est un défi. Donc de l'humanité, de l'exhaustivité, parfaitement connaître son dossier, un peu d'esthétique tout de même aussi dans le phrasé, faire quelques comparaisons, et puis savoir, j'allais dire, conclure et en quelque sorte atterrir avec une phrase de fin qui, je l'espère, est celle que les juges devant lesquels on plaide emporteront avec eux. Un de mes maîtres dans la profession, Pierre Blasi, que j'ai eu le privilège de rencontrer dans ma 2e année d'exercice professionnel, éminent avocat pénaliste bordelais, mais originaire du Béarn, m'avait toujours dit, retiens une chose, quand tu plaides, il faut que les juges partent avec 2 ou 3 idées. J'ai eu un jour l'occasion d'assister à une conférence donnée par Robert Badinter, et il disait très justement, souvenez-vous, mes chers confrères, lorsque vous allez vous lever, demandez-vous pourquoi est-ce que je me lève ? Qu'est-ce que je vais porter et qu'est-ce que mes interlocuteurs devront retenir de tout cela ? Est-ce qu'enfant, vous rêviez de devenir avocat ? Pas du tout. Mais je me suis souvenu d'une anecdote qui est terriblement étonnante. Mes parents sont d'origine basque, d'origine modeste, sont montés à Paris comme beaucoup de Basques travaillaient dans la capitale. Et je suis né en 1969. Nous habitions dans le 17e arrondissement. Et j'ai le souvenir, mais ma mère me l'a évidemment rappelé, mais je vois ce souvenir qui est gravé dans ma mémoire. Je ne vois qu'une scène, mais elle est forte. J'ai 3 ans. Nous sortons un jour sur le palier et il y a sur le palier le voisin d'en face qui est un vieux monsieur très droit. Aujourd'hui dans les souvenirs je le comparerais un peu au profil de Georges Clemenceau. Et cet homme dit à ma mère, ce petit garçon a une voix très claire, il parle beaucoup, il sera peut-être un jour avocat. Alors évidemment ma mère, très flattée du compliment, ne cesse de me le répéter parce que il l'entendait, évidemment, les murs étaient peut-être un peu légers à l'époque, et il m'entendait beaucoup parler, et il trouvait que j'avais une voix très claire. Donc, je pense qu'il a pensé que j'avais une certaine aisance pour la diction. Autant vous dire que cette phrase aujourd'hui remonte très longtemps après, mais pour moi, elle est symbolique, elle est amusante. Je ne vais pas vous dire que j'avais la vocation. Certains vous disent j'ai la vocation, je ne rêvais que de faire ça. C'est pas vrai. Moi, j'ai d'abord voulu être journaliste. Ça, c'était un rêve d'enfant. Ça, c'était un vrai rêve parce que je me souviens dans la France des années 75-80, il y avait 2-3 chaînes de télévision, vous le savez, et voyant Yves Mourouzi présenter le journal télévisé, je rêvais de devenir journaliste. Je trouvais que c'était quelque chose d'extraordinaire de parler au monde, de raconter l'actualité. Et j'ai donc considéré que c'était un métier pour lequel je pourrais donner beaucoup. J'ai fait de la radio locale. J'ai commencé à l'âge de 15 ans et demi à Radio des Gaves. Pour les vieux Palois, Radio des Gaves était la radio, en quelque sorte, de la mairie de Pau, lancée par André Labarrère, qui voulait faire quelque chose de fort sur la ville de Pau, et qui est arrivé parce qu'à l'époque, ceux qui ont connu Radio des Gaves savent qu'elle avait une qualité de programmation qui équivalait à certaines radios périphériques. Il y avait de l'argent, il y avait des moyens. Voilà. Donc, je suis entré à 15 ans et demi à Radio des Gaves. Je faisais une émission sur l'informatique. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. À 16 ans, je vais toquer à la porte de Radio France. Et le responsable des programmes de l'époque, qui s'appelait Pierre Tardy, m'a donné ma chance. Là, je vous avoue qu'à 16 ans et demi, ça a été un défi majeur. Parce que là, pour le coup, le projet de devenir journaliste prenait forme. Mais avant de devenir journaliste, je me suis dit, il faut quand même un peu former ta formation. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, faire des études de droit en me disant que de toute façon, le droit mène à tout. Et là, je découvre une interview fabuleuse. Je lis le portrait d'un avocat qui s'appelle Jean-Marc Varro. Jean-Marc Varro, à l'époque, a déjà la cinquantaine. C'est un avocat humaniste extrêmement cultivé, docteur en droit, en philosophie, enfin, un cerveau. Et il raconte son engagement d'avocat, il raconte pourquoi il a accepté de défendre Maurice Papon, ancien fonctionnaire de l'État sous Vichy. Il raconte comment il est devenu avocat, pourquoi il est devenu avocat. Et là, cette interview me fait l'effet d'une douche froide. Je suis bouleversé par ce que j'ai lu dans cette interview. Et alors que je suis en études de droit, je me dis, et pourquoi pas moi ?
Et puis vient très vite après une série extraordinaire qui s'appelle La loi de Los Angeles. C'est l'histoire d'un cabinet d'avocats de Los Angeles où sur chaque épisode, il y a 3 affaires dans lesquelles les avocats se démènent pour se battre au service des autres. Et là, c'est là que le déclic se produit. J'entre à fond dans les études de droit, je me démène, je bosse comme un malade et je me prends très vite pour quelque chose qui en soi était, je pense, en moi, en germe, c'est la matière pénale. Et là, naît, je pense, non pas une vocation, mais en tout cas se révèle l'envie pour moi à la fois d'argumenter, et ça c'est assez proche quand même du journaliste aussi, de narrer, de raconter, l'envie aussi d'exposer un point de vue, de le défendre, et peut-être aussi davantage encore de porter la parole de gens. Et ça, c'est une référence à l'interview de Varro, c'est une référence évidemment à tout ce que j'ai pu découvrir, parce que je me suis beaucoup documenté, j'ai lu tous les livres que déjà à l'époque Jacques Vergès avait pu écrire, et d'autres, Daniel Soulez-Rivière, tous ces avocats qu'ensuite je vais rencontrer plus tard dans ma carrière. Mais pour moi, ce sont des dieux, ce sont des gens qui sont déjà au sommet de leur profession, ils sont déjà des avocats révélés, ils sont la cinquantaine, la soixantaine, donc c'est comme une sorte de firmament. Donc je me dis, et pourquoi pas moi? Et là j'y vais, je fonce, et je me dis, bon, je vais faire du pénal, sauf qu'à l'époque on nous dit, oui mais enfin si t'es pas fils ou fille d'avocat, c'est même pas la peine d'essayer, et puis le pénal, de toute façon c'est pas une fin en soi, etc. Bon, très bien. Je tente très rapidement une filière en droit des affaires à Montpellier. Je me rends compte que je ne suis pas fait pour le droit du fric, je suis fait pour la défense pénale. Et là, je me dis, tu n'as pas le droit de te louper, tes parents se saignent les veines pour te permettre de devenir avocat, donc il faut absolument que tu réussisses et que tu sois le premier. C'est vous dire le défi que je m'étais installé, parce que je pars sans rien, sans aucune connaissance. Et j'entre immédiatement dans l'école de formation du barreau, j'ai 22 ans. C'est extrêmement jeune, parce que 22 ans, on ne sait rien, on est un gamin. Fin 92, je vais donc prêter serment devant la cour d'appel de Pau. Alors la prestation de serment, c'est un moment sacré pour tout avocat, parce qu'on jure de faire le serment, de respecter le serment. Et puis surtout, c'est la consécration, c'est la fin des études et c'est l'entrée dans la vie professionnelle. Je vais postuler chez Madar et Guy Madar me recrute. Et il me donne la chance. Guy Madar était à l'époque l'avocat de la mairie de Pau, de toutes les banques. Enfin, c'était un avocat extrêmement respecté, extrêmement reconnu, extrêmement exigeant. J'ai 23 ans quand je commence à plaider mes premiers dossiers. Qu'ont ressenti vos parents par rapport à ce parcours? Vous l'avez dit, ils sont saignés, ils étaient d'origine modeste. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils vous voient prêter serment? Je crois une immense fierté, naturellement. Une immense fierté parce que c'est le couronnement d'études réussies, faites d'un trait de plume. Je suis avocat à 23 ans, je suis l'un des plus jeunes. Je peux dire que peut-être j'ai mis un peu plus d'assurance et un peu plus d'autorité qu'il ne fallait pour convaincre les clients que de toute façon, ils n'avaient pas le choix, c'était avec moi qu'ils allaient faire. Et puis ça a marché, et puis je me suis pris au jeu. Et puis une fois que finalement vous démontrez aux clients que vous connaissez les règles à appliquer, que vous allez immédiatement entrer au combat avec eux, ils s'en fichent de savoir que vous ayez 23 ans ou 40 ans, peu importe. Et ce qui compte, c'est la relation entre le client et l'avocat. Justement, quand on démarre, est-ce qu'on doute? Énormément. On doute un peu moins par la suite, mais on doit toujours douter. On doit toujours douter parce que hier encore, lors d'un entretien, j'écoutais un client et j'avais une idée et il m'a fait douter et il m'a finalement convaincu que ce que je pensais n'était pas l'idée première. Donc il faut évidemment à la fois mettre son expérience au profit, au service de nos clients, mais il faut toujours douter, il faut toujours avoir ce doute raisonnable, ce doute vigilant. Après, il ne faut pas non plus croire n'importe quelle bêtise et tomber dans le panneau, parce qu'on peut comprendre que des justiciables aient envie parfois de garder au fond d'eux-mêmes des secrets inavoués et ne pas les dire. Et finalement, il faut beaucoup de courage parfois pour se libérer d'un secret et le confier d'abord à l'avocat. Donc c'est aussi parfois à moi, avec les doutes que je me construis dans un entretien, de tendre la perche et de dire à la personne, dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'éventuellement vous auriez oublié de me dire ceci ou cela? Et là, cette perche tendue, elle leur permet de se libérer plus facilement d'un secret. Moi, il n'y a rien de plus gratifiant que lorsqu'une personne me livre en confidence des choses qu'elle n'avait peut-être encore jamais révélées et dont elle vient à comprendre le rôle qu'elles ont pu avoir dans leur destinée. Justement, vous est-il arrivé de refuser de défendre quelqu'un? Ça m'est arrivé.
Rarement, mais ça m'est arrivé. J'ai le souvenir d'une affaire épouvantable en 2013. Un couple inflige des sévices épouvantables à un gamin de 4 ans. Le gamin est mort dans des conditions épouvantables. C'est un fait divers qui a eu lieu en septembre 2013. Mon associé à l'époque a un enfant qui a le même âge que l'enfant qui est décédé. Il avait 4 ans, il s'appelait Kylian. Il me dit, mais tu vas pas défendre ce dossier. Et là, je me dis, si on me demande, bien sûr. Et le hasard a fait que quelques jours plus tard, j'ai été sollicité pour défendre la mère. J'ai pensé que je ne pourrais la défendre que si nous étions en parfaite symbiose intellectuelle. Et pour moi, la symbiose intellectuelle, c'était qu'elle reconnaisse les faits, qu'elle les condamne et qu'elle s'inflige d'une certaine manière le repentir que la mémoire de cet enfant méritait. Je vais la voir, j'ai un entretien avec elle, je garde évidemment sous le secret professionnel ce que nous avons dit, mais j'ai à l'issue de l'entretien le pénible sentiment que non seulement elle n'assume rien, que non seulement la maman qu'elle était et qui était donc la première protection de cet enfant ne l'a en réalité jamais protégée, qu'en réalité elle n'était victime que d'une erreur judiciaire. Là, j'ai refusé. Je dis, écoutez, madame, je ne serai pas votre avocat, je ne peux pas aujourd'hui raisonnablement défendre ce point de vue, je me retire. Et j'ai bien fait. Elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire, elle a été condamnée à une lourde peine, 20 ans de prison, le compagnon a été condamné à 30 ans de prison. Je crois que je ne lui aurais été d'aucun secours et je me serais infligé des tortures épouvantables. J'ai donc choisi de refuser de défendre ce dossier. Mais voyez-vous, ce dossier, il fait écho à un autre dossier qui a été le premier dossier que j'ai plaidé aux assises. C'est un dossier qui met en cause un enfant. Nous sommes en septembre 92, je vais avoir mon diplôme d'avocat 2 mois plus tard, et il se trouve qu'en banlieue de Pau, les gendarmes découvrent le corps d'une fillette, Cynthia Léger, âgée de 4 ans, tuée et abandonnée sur le bord de la route. Les gendarmes interpellent le père dans la nuit, et ce père va reconnaître les faits. Et on va voir le client. Et là, je rencontre cet homme. La première chose que je fais, c'est de regarder ses mains. Je regarde ses mains tout au long de l'entretien parce que je me dis, il a pris son enfant, il l'a sortie alors qu'elle dormait du véhicule, il l'a posée par terre délicatement, il a pris une arme et il l'a tuée. Je voulais voir pour la première fois de ma vie ce qu'étaient les mains d'un meurtrier. Et pendant que je l'écoutais, j'entendais un homme en sanglots qui était ravagé par le geste qu'il avait commis. Et je dirais que ces sanglots, cette condamnation qu'il éprouvait, était pour moi le seul moyen de me dire qu'après tout, ce serait le prix pour que je puisse le défendre. Et je l'ai défendu en mai 95 devant la cour d'assises à Pau. L'avocat général avait dit au juré, vous pouvez le condamner à 20 années si vous tenez des circonstances atténuantes, mais vous pouvez aussi lui infliger la perpétuité. Et nous avons obtenu la peine la plus légère, à savoir 20 ans de réclusion. Pour moi, c'était un soulagement. J'avais défendu un homme qui avait commis un acte épouvantable, mais je l'avais fait en conscience avec moi-même parce que je savais qu'il se condamnait et que finalement, il ne cessait de dire tout au long du procès, et je crois que ça lui a servi, que finalement, la vie n'aurait plus aucune saveur parce qu'il avait tué l'enfant de sa chair. Voilà pourquoi on peut défendre l'épouvantable, l'inimaginable, mais à la condition d'être en parfait accord avec votre client. Si ce contrat de confiance n'existe pas, il vaut mieux se retirer. Comment on se protège d'être confronté au pire de l'être humain? Comment on se protège? Nous ne sommes pas insensibles, mais je pense que, à la manière du médecin, confronté tous les jours dans certaines disciplines, à la mort, à la souffrance, nous parvenons peut-être un peu à nous imperméabiliser. Nous parvenons à mettre une certaine distance, qui n'est pas de l'indifférence, mais qui est une distance qui est finalement la soupape de sécurité indispensable. Il ne s'agit pas non plus que l'avocat ait des tourments tels qu'il ait l'envie d'aller se suicider tous les soirs. Quand on prend un dossier, il faut le prendre à fond. Il faut le prendre avec l'envie de décrypter, c'est-à-dire d'expliquer au juge pourquoi tel individu en est venu à déraper, de façon aussi surprenante que cela puisse paraître, et ensuite parvenir à rendre cet homme ou cette femme présentable. Est-ce que vous arrivez à ne pas juger la personne que vous défendez qui a commis l'irréparable? Si je juge, je condamne, et donc si je condamne, je ne défends pas, donc il vaut mieux que je sorte. Non.
j'ai des points de vue, naturellement. De ce point de vue, je peux juger une situation, je peux la jauger, mais juger, ça n'est pas mon travail, c'est celui des magistrats. Ça fait plus de 30 ans que vous exercez. Qu'est-ce qui vous porte encore à faire ce métier ? J'ai coutume de dire que j'ai 33 ans derrière moi et j'espère en avoir 33 autres encore devant moi. Je pense que j'aime ce métier encore plus que je ne l'ai aimé au début. Pour cela, il y a le fait d'abord que j'ai vécu beaucoup de dossiers, beaucoup de situations qui me paraissaient hors du commun. J'ai avec moi en mémoire une mosaïque de visages, de voix, de gens dont j'ai porté la parole. Certains, je les croise parfois dans la rue, certains, je les ai oubliés, d'autres me sont encore présents en mémoire. Lorsqu'on me demande quel est le dossier qui vous a plus marqué, je réponds tous. Ils vous marquent tous, ils nous façonnent, ils nous construisent. C'est un métier que je considère extraordinairement humain, c'est un métier à haute valeur ajoutée. Mais c'est pas qu'un métier, c'est une passion, c'est un engagement. Alors je dis pas que je pars au combat tous les matins, bien sûr, mais j'ai cette envie de liberté dans la parole, j'ai cette envie d'aider les autres, de tendre la main, j'ai cette envie d'aller toujours plus loin. Qu'auriez-vous envie de dire au jeune Thierry, 18 ans, qui veut faire des études de droit ? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Là, vous m'arrachez presque une larme, parce que quand je me retourne en arrière comme ça, j'ai envie de me dire que quand j'ai choisi ce métier, je savais que personne ne m'attendait. Personne ne m'attendait, il y avait tout à construire. Et ça a été quelque chose de très stimulant. J'aurais envie de lui dire, fonce, continue, bats-toi et fais en sorte à la fois de respecter tes convictions, de les porter très fort, d'être écouté et d'une certaine manière d'aider tes prochains. Mais je le lui dirais aujourd'hui, mais ça ne servirait pas à grand-chose parce que ces choses-là, je me les suis dites moi-même au début. Donc j'ai envie de le dire à tous les jeunes qui ont mon âge, à 18 ans, qui débutent peut-être en se demandant ce qu'ils ont envie de faire, mais qui ont cette envie irrépressible de porter des combats, de défendre, d'argumenter, de parler, de vivre libre. Parce que l'avocat est évidemment contraint à mille et une choses, mais il y a une chose essentielle, c'est notre liberté. Et voyez-vous, parfois on me demande pourquoi n'ai-je pas été magistrat ? Parce que j'ai toujours considéré que les magistrats étaient un peu corsetés dans une espèce de paroles façonnées, qui avait en quelque sorte un chemin au-delà duquel on ne pouvait pas aller. J'ai cette liberté de parole et je trouve que la mettre au service de ceux qui n'ont pas de voix, au service de ceux qui ont perdu la voix, au service de ceux que l'on muselle, c'est un charme extraordinaire. À tout élève de 18-20 ans qui aujourd'hui est en fac de droit, qui se dit que peut-être on ne l'attend pas, qui se dit que ce sera un challenge difficile, je lui dis vas-y, fonce. Et surtout, ne sois pas idéaliste, sois réaliste, mais bats-toi et le travail te récompensera. Je ne connais pas un avocat qui ait réussi sans bosser. Vous savez, la profession d'avocat, c'est l'une des plus anciennes au monde. Sous la Grèce antique, sous Rome, il y avait déjà des avocats. Donc il y en aura toujours. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Quel est votre état d'esprit ? D'abord, de faire en sorte de gérer toute la masse de boulot que j'ai à traiter. Ça, c'est un défi permanent, parce que parfois, c'est très lourd, c'est très dur. Mais on n'a pas le droit de faire la fine bouche. Donc, évidemment, on se doit d'être présent, d'être réactif. Je peux être appelé à 9h30 pour quelque chose que personne ne sait encore et qui va me bouleverser complètement l'agenda. Ça, c'est une espèce de sel, de piment dans l'existence qui est quand même assez jouissif. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que le matin, quand j'arrive, je sais que l'inattendu est possible à tout moment. L'avocat est une conscience au service d'une confiance. La conscience, c'est celle que nous avons de notre profession, de nos règles et de notre connaissance des règles de droit, notre pratique, notre expérience. C'est de pouvoir dire aux gens, non, ça vous pouvez, mais ça vous pouvez pas, c'est hors de pensée. Et puis la confiance, c'est celle que les justiciables nous donnent. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de défense valable. Je suis toujours sidéré par ces gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont lu ceci ou cela sur Internet, ils ont l'impression d'en savoir plus. Comme si finalement, c'est un peu pareil pour le médecin qui a l'impression
l'impression face à lui d'avoir un patient qui, parce qu'il a lu sur telle ou telle revue que c'était comme ça ou comme ça, a déjà fait le diagnostic. Bon, à ces gens-là, il faut leur expliquer qu'en réalité, ils font complètement fausse route, que c'est tout à fait différent. L'avocat, c'est un compagnon de trajet. On rentre dans la vie des gens un jour, à un moment donné, dans une situation donnée, mais il ne faut pas considérer qu'on va faire le restant du trajet avec eux. On monte dans le train, on va faire un morceau de trajet ensemble, mais il va falloir surtout descendre du train. Il ne faut pas que l'avocat devienne un ami de ses clients. C'est arrivé rarement pour ma part. Moi, j'ai un seul client dont je suis devenu l'ami. Tous les autres sont des gens que j'ai connus, que j'ai respectés, mais que j'ai tenu à mettre à l'écart. C'est un peu normal. Le procès, la confrontation avec la justice, c'est quelque chose de rude, de douloureux. C'est associé nécessairement à de mauvais souvenirs. Donc, il faut savoir sortir d'un dossier. Il faut savoir être extrêmement présent aux côtés du client pendant ce morceau de trajet, mais il faut savoir en sortir. Jean-Yves Liénard, un de mes confrères, je cite beaucoup de confrères, mais je leur dois aussi de rappeler cette transition, disait « Les clients, je ne les aime pas avant, je ne les aime pas après, je les aime pendant ». Je crois que cette formule, elle résume tout. Et elle est un peu aussi mon leitmotiv, même beaucoup, j'oserais dire mon leitmotiv. J'aime beaucoup défendre mes clients, donc j'allais vous dire que j'utilise le verbe aimer, non pas évidemment dans son sens affectueux, mais je les accompagne avec présence, avec force, avec engagement. C'est ça qu'on leur doit. Merci Thierry Sagardorito pour ce moment d'échange et de sincérité. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et surtout à découvrir les autres conversations de l'état d'esprit sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Spotify, Apple, Google ou encore Ocha. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.